Lors de mon arrivée à Lagore, nous étions convenus, mes collègues et moi, au cours du premier conseil des maîtres, qu'il serait souhaitable de garder le plus longtemps possible notre répartition d'élèves dans les classes, à savoir une seule section, même si les effectifs étaient quelque peu différents d'une année sur l'autre. Dans certaines écoles, les collègues exigeaient que la répartition se fasse à l'unité près, ce qui entraînait des répartitions avec 2 sections dans la plupart des classes. J'estimais qu'il était préférable d'accepter un peu plus d'une trentaine d'élèves au cours d'une année, puis l'année suivante un nombre moins important, plutôt que de se voir imposer certaines années 2 niveaux différents. Mes collègues s'étaient rangés à ma proposition. Au cours de cette rentrée, il s'avéra que ma classe allait être très chargée. Plusieurs inscriptions extérieures étaient venues s'ajouter à l'effectif de départ, certaines à la suite de l'arrivée de nouvelles familles dans des maisons récemment construites, d'autres attirées par nos méthodes pédagogiques. Le cours moyen première année de mon collègue Andrigo comptait une dizaine d'enfants de moins. Je m'apprêtais à passer l'année avec une classe chargée, lorsqu'André vint me trouver et me fit une proposition surprenante. « Écoute, me dit-il, ça me gêne beaucoup que tu sois aussi chargé cette année alors que ma classe compte à peine une vingtaine d'élèves. » « C'est bien ce que nous avions envisagé, lui répondis-je. Une autre année, ce sera peut-être le contraire. J'assume la situation. « J'ai une proposition à te faire, me répondit-il. Et si nous travaillions ensemble sur les 2 classes? Je pourrais, par exemple, prendre en charge l'horaire de mathématiques et te remplacer dans ta classe. Pendant ce temps, tu viendrais dans la mienne et tu me rendrais le nombre d'heures dans certaines matières de français. J'ai fait le compte. Tu pourrais assurer l'apprentissage de la grammaire et de la conjugaison. Cela correspondrait au niveau de l'horaire. Je me chargerai du reste de l'apprentissage, à savoir la lecture, le vocabulaire et la rédaction. La proposition était inattendue. Après y avoir réfléchi, je trouvais qu'elle n'était pas si incongrue que cela. Au point où nous en étions, les parents d'élèves, nous le pensions, n'y trouveraient rien à redire. Si besoin, nous pourrions argumenter que c'était une bonne façon de préparer les enfants entrant en 6e au changement de professeur qui pouvait en déstabiliser certains. Ici, ils étaient en milieu protégé. Ils auraient ainsi acquis une expérience qui leur permettrait une meilleure adaptation en changeant d'établissement. Ainsi fut décidée et mise en application notre nouvelle façon de travailler. Il n'y eut aucune remarque côté parents. Il est vrai qu'ils avaient pris l'habitude du changement avec notre pratique du tiers-temps pédagogique mis en place 2 ans auparavant. André me proposa également que nous fabriquions nous-mêmes nos manuels. Nous achetâmes des classeurs à œillets au format d'écolier. Lui ne tapait pas à la machine, mais il écrivit avec un soin particulier. À l'aide d'une Ronéo, nous constituâmes au fil de l'année un manuel sur des feuilles à œillets que nous glissions au fur et à mesure de leur production dans les classeurs. Je fabriquais des supports en bois qui permettaient de ranger 4 classeurs par boîtier. Nous nous constituâmes ainsi un véritable matériel contenant les exercices de l'année, lui en mathématiques, moi en grammaire et conjugaison. Le travail fut énorme la première année. Nous avions réalisé cela pour les 2 classes. Il allait nous faciliter la tâche durant les années à venir. Le syndicat nous incitait régulièrement à nous mettre en grève pour obtenir du gouvernement ou de notre ministère soit des augmentations de salaire, soit des améliorations de nos conditions de travail. Comme à peu près chaque année, après la rentrée, il nous invitait à un énième débrayage d'une journée. Le tract reçu pour nous exhorter à suivre les consignes syndicales me révolta. C'était une énumération d'une 40aine de demandes. Je pouvais comprendre que l'on se mette en grève pour souhaiter obtenir une amélioration dans un domaine bien précis. Mais faire une liste à la Prévert, cela n'avait aucun sens ni aucune efficacité à terme.
je décidai qu'à partir de cet instant, je ne suivrais plus les consignes syndicales. Je refusai de suivre le mouvement et je cessai par la même occasion de me syndiquer. Cette année encore, nous allions partir pour 3 semaines à la neige. C'était au tour de la classe du cours moyen 2e année de l'école du bourg, mais Madame Cormier fit savoir à l'association des parents d'élèves qu'elle ne souhaitait pas accompagner sa classe. Devant son refus, le président vint me demander si nous serions partants. Bien sûr, fort de l'expérience de l'année passée, il aurait été dommage de refuser une telle offre. Le séjour, en 1973, aurait bien lieu en janvier, mais sa destination allait changer. Ne pouvant obtenir 2 ans de suite la subvention du Conseil général, les parents d'élèves allèrent solliciter la Banque du Crédit Mutuel, qui possédait un chalet dans le Jura, à Lamoura. Elle nous accorda également une subvention, et ainsi nous allions à nouveau profiter de 3 semaines à la montagne. Le conseil municipal, comme promis, n'avait pas tardé à réaliser le superbe stade devant notre groupe scolaire. Il avait également entrepris la construction d'une école maternelle. Le quartier commençait à avoir fière allure. Le nombre de classes, lui, n'avait toujours pas bougé. Une autre zone pavillonnaire devait sortir de terre de l'autre côté de l'avenue de la Gore, juste derrière notre établissement, mais elle avait pris du retard. C'est elle qui devait nous permettre, comme annoncé, de voir le groupe atteindre les 15 classes. Personnellement, je n'étais pas pressé de le voir grandir. Nous étions bien entre nous, et j'avais suffisamment de soucis avec Joliane, dont la santé ne s'améliorait pas. Au cours de cette année scolaire, la fête de fin d'année allait changer d'endroit. Nous allions migrer sur notre nouveau stade. Sa configuration était idéale pour une kermesse. Pour nous faciliter les entraînements en vue de la fête, je décidai d'installer une sonorisation sous l'avancée du préau. Elle avait aussi l'avantage de rester en place. Chaque après-midi, au moment des répétitions, le quartier pouvait bénéficier d'une animation sonore. Personne n'est jamais venu protester, pourtant je suis certain qu'à force, la musique diffusée devait devenir un peu rengaine. Grâce au nouveau stade, André put préparer des équipes de relais et des équipes de régularité. Je le secondai au maximum. Nous reçûmes la finale du championnat départemental UCEP. André n'avait pas son pareil pour préparer les courses de régularité. Nous allions ainsi remporter pas mal de victoires. Le jeu consistait à faire 4 tours de terrain. Une équipe était composée de 4 concurrents, garçons ou filles. Le temps de passage, pris à l'aide d'un chronomètre, à la fin du premier tour, était multiplié par 4 et le temps final était comparé avec ce temps de référence. L'écart déterminait la pénalité. Il n'était pas nécessaire de courir vite. Il fallait surtout avoir une foulée bien régulière. André avait un vrai flair pour déceler et choisir le ou la capitaine de l'équipe qui allait déterminer l'allure. Les autres équipiers n'avaient plus qu'à suivre le meneur. Le classement était déterminé en fonction de la pénalité. Plus elle était faible, meilleure était la place obtenue. Il n'était pas rare que nos équipes finissent avec 1/10 de seconde de pénalité seulement. À force de remporter des victoires dans les différentes disciplines où les enfants étaient engagés, nous allions finir par avoir de nombreuses coupes et fanions. Là encore, André émit l'idée de les mettre en valeur. Nous allions installer une étagère dans l'escalier qui menait au premier étage pour déposer les coupes remportées en handball et en football dans les différents tournois. Pour les fanions des championnats départementaux, nous avions prévu des socles disposés là aussi en dégradé sur le mur bordant l'escalier, face à la rampe. Le fanion où était inscrit la discipline et l'année était surmonté de sa coupe. Tout cela avait fière allure. Joliane n'allait pas terminer l'année. Le séjour à la milletterie n'avait pas eu l'effet escompté. En désespoir de cause, je pris contact avec le siège social de la MGEN, situé à Paris, au 40e étage de la tour Montparnasse. Je souhaitais rencontrer le médecin-chef,
afin de faire interner Joliane à l'Institut Marcel Rivière, situé à la Verrière et appartenant à la MGEN, pour qu'elle puisse enfin être soignée de façon efficace. Je n'avais plus confiance dans les soins prodigués par le docteur Fuchs. Le docteur Pouget de Matha, qui avait reçu ma femme en consultation, avait été affolé en voyant la quantité de médicaments qui lui avaient été prescrits, et il avait décidé dans un premier temps de diviser les doses par 2. Je finis par recevoir une convocation et je montai à Paris par le train avec Joliane. Le voyage ne fut pas de tout repos. Elle refusait de me suivre. Nous finîmes par être reçus. Là, j'eus le malheur de dire au médecin-chef le ressenti que j'avais du traitement ordonné par le docteur Fuchs. Il se trouvait qu'il se connaissait. Il n'apprécia pas ma critique formulée sur les compétences de son collègue et il me pria de sortir de son bureau. Je campais devant sa porte, bien décidé à obtenir satisfaction. À la fin, averti de mon sitting, il me fit entrer à nouveau dans son cabinet et me dit « Que voulez-vous à la fin ?»« Que ma femme soit admise à la Verrière, lui répondis-je. Il finit par accepter et me demanda d'attendre que l'on nous convoque. Il fallait qu'il s'assure qu'une place était disponible pour son entrée. Une quinzaine de jours plus tard, je reçus la lettre d'admission. J'allais à nouveau repartir, mais cette fois en voiture. Les médicaments remplissaient une petite valise. Ils furent confisqués à l'arrivée, et Joliane fut mise à l'isolement durant 1 mois entier, durant lequel je n'eus pas de nouvelles. Je reçus enfin une convocation de Madame Rivière, la médecin-chef de la Verrière. Elle me reçut dans son bureau et elle me dit « Votre femme nous joue la comédie ». Comme je demandais combien de temps elle allait rester à l'hôpital, elle me dit que cela allait sûrement durer 6 mois. J'eus l'autorisation de venir la voir 1 fois par mois. En fin de traitement, elle eut le droit de faire un stage de réadaptation dans l'école située juste à côté de l'Institut. Elle put ainsi reprendre confiance en elle et revenir reprendre sa classe à Lagore. Durant tout ce temps, notre employée de maison, Madame Seignerin, fut exemplaire. Je lui dois de sincères remerciements. Elle m'aida à m'occuper de nos 2 filles, Sandrine et Marielle. Ma belle-mère Gaby avait voulu les accueillir à Marennes, mais j'avais refusé.